Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau 13-30. C'est mercredi, c'est le 13-30. En plus, c'est presque le printemps, dis donc. On est encore en fin février, mais pourtant, c'est presque le printemps. Et j'ai vu tout à l'heure, parce que Thomas il m'a partagé son écran, que à Lyon, il faisait 8 degrés. Comment vas-tu, Thomas? Ça va très bien, ça va vraiment très bien. Tu t'attendais pas à ça là. J'ai vu Non, non, bah, tout à l'heure quand tu as partagé, en haut, tu sais, du navigateur, il y a marqué Lyon 8 degrés. Comment vas-tu, Thomas? Un nouvel intervenant, dis donc, dans le 13-30. ouais, bah, je me suis lancé. On va voir comment ce que ça va donner. J'espère que ça va Ouais, bien se passer. Je te oui. remercie encore pour l'invitation et Mais ça me pour fait plaisir. Et le chat aussi, les d'ailleurs, il y explications a et tout un ça. certain CEO qui dit bonjour, dis donc. Voilà. Ça, déjà, c'est un acquis. Et on va parler de... alors moi, j'avais mis Power Platform Component Framework. Et toi, tu as, as mis plutôt sur ta première slide Power Apps Component Framework. Alors, je sais Ouais, pas si j'ai ouais. bon ou si j'ai pas bon. Alors, on peut appeler ça un peu comme on veut. Microsoft appelle Ça ça, va. au début, appelait ça, voilà, c'est pour la Power Platform, donc t'es dans le juste. C'est vrai qu'ils appellent ça un peu plus Power Apps Component Framework, mais OK. tu es Et pas alors, dans le, tu es pas, je vais pas complètement faux, quoi, c'est ça. non, 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 clairement pas. Voilà. Eh bien, tant mieux. Bah, écoute, si tu veux démarrer, nous serons très contents d'entendre ce que tu as à dire sur ce sujet. Hop. Alors, petite introduction, commencer par un petit sommaire, vous montrer un peu ce que je vais vous montrer durant cet épisode. Donc, je vais essayer de présenter un peu ce que c'est le Power Apps Component Framework, essayer d'illustrer avec un peu des cas d'utilisation, montrer quelques fonctionnalités clés de cet outil, en fait, de ce qu'on va faire avec cet outil. Je vais montrer en fait comment on construit un composant PCF. C'est vraiment ce qu'on va vouloir atteindre. J'y reviendrai un peu plus tard. Je vais montrer quelques avantages, quelques limites aussi durant cette présentation. J'en reparlerai un peu après. Quelques bonnes pratiques aussi, quelques retours d'expérience que j'ai pu avoir. Et enfin, je ferai une petite conclusion à la fin sur cette techno. Donc voilà un peu comment va se présenter cet épisode. Donc, Cool. premièrement, qu'est-ce que c'est? Alors, Power Platform, le Power Platform, Power Apps, désolé, C'est pas grave, ça ça m'a un marche aussi. peu. Ouais, voilà. Power Apps Component Framework, en fait, c'est un framework qui a été développé par Microsoft, qui est développé dans le cadre de la Power Platform. Alors, je pense que ça parle plutôt pas mal à beaucoup de gens aujourd'hui, la Power Platform. Mhm. Et donc, en fait, le but, ça va être de créer des composants ou des contrôles, comme les appelle Microsoft. Alors, en anglais, c'est vrai qu'ils appellent ça souvent des contrôles. Nous, en français, on appelle ça des composants personnalisés, en fait, qu'on va pouvoir Mhm. créer et qu'on va pouvoir développer et ensuite intégrer dans cette Power Platform. Donc, l'objectif, encore une fois, je l'ai dit, c'est de créer des composants graphiques. Cette librairie est principalement faite pour ça. Elle va nous permettre de créer des composants qui sont réutilisables, configurables Mhm. et interactifs. Et en fait, le but, ça va être de répondre à ce que Microsoft ne répond pas avec sa Power Platform. C'est-à-dire quelque chose de très simple et très facile. Le problème, c'est on s'est tous retrouvés face à des problèmes et des besoins métiers où on a besoin de faire quelque chose de complexe et bien Mhm. plus poussé que ce que nous propose cet outil. Donc c'est pour ça. Microsoft nous met un peu cet outil, ces capacités en fait de créer ces composants à travers ce framework. Donc, Le côté réutilisabilité, c'est vraiment le nerf de la alors, guerre, ça. voilà, ouais, oui, 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 mais bon, ça l'était pas au début, hein. C'est vrai que quand c'est Ah ouais? sorti, c'était un peu compliqué. On a eu pas mal d'évolutions. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai pas trop parlé de ça, mais c'est quelque chose qui est sorti, voilà, il y a pas loin de 5 6 ans. Et c'est Mhm. vrai que ça a pas mal évolué, hein. Ça a énormément évolué. Et c'est vrai qu'au début, c'était un peu compliqué, hein. C'est vrai que nous, dans la plateforme, on a toujours cette logique de dire, on attend 2 ans avant d'utiliser concrètement une technologie, Ouais. parce que souvent, on se retrouve avec des choses qui sont pas totalement finies ou qui sont pas assez abouties, en fait, pour ce qu'on a besoin et Mhm. ce dont on a besoin. Donc, voilà. Ok. Donc, comme je l'ai dit, hein, ça va être pour la Power Platform. Donc, c'est des composants qu'on va utiliser principalement dans deux contextes, notamment dans Power Apps et dans Power Pages. Donc, Power Page, hein. Donc, on va les retrouver notamment dans Power Apps, qui est vraiment l'objectif à la base de pourquoi ce framework a été développé. On le retrouve principalement dans ce qu'on appelle des model driven et les Canvas apps. Donc, c'est simplement les applications proposées par Microsoft qu'on peut créer, que les utilisateurs peuvent créer, les développeurs peuvent créer au sein de la Power Platform. Et c'est vrai qu'on commence à le voir apparaître aussi dans les Power Pages. Donc ça, c'est un peu la fonctionnalité Microsoft pour mettre en place des sites web un peu pour le business. Et donc, ouais, on commence à les voir un peu arriver dans cette technologie. J'ai entendu parler aussi de potentiellement une arrivée dans Power BI. Bon, Mhm. ça, voilà, c'est des rumeurs. Mais pour l'instant, c'est vrai que aujourd'hui, on retrouve beaucoup Power Apps, Power Pages. Pour l'instant, c'est encore en pré-version, malgré que ça fasse bientôt un an hein, que c'est arrivé.
Donc voilà, c'est principalement dans ces deux contextes qu'on va les retrouver. Ok. Donc juste voilà, je vous parle de composants, je vous parle de ce truc, de ce Power Apps Component Framework. Aujourd'hui, à quoi ça ressemble, à quoi ça sert? Donc là, je vais vous montrer un peu un exemple de ce qu'on peut faire avec ces composants et cette librairie. Donc, en haut, on voit tous ce qu'on a tous vu. L'objectif, c'était de montrer un peu un agenda, en fait, donc de monter des tâches et des activités à faire, ce qu'on appelle des activités, hein, peut-être des coups de téléphone, des emails et tout ça. Donc, Mhm. on voit très bien que sur la première partie en haut, on voit très bien que c'est une simple liste de tâches et de choses à faire, ce qu'on a tous vu au cours de notre vie de développeur pour un agenda. Et Ouais. c'est vrai que c'est pas très sexy. Voilà, c'est un peu compliqué à voir. Et donc, typiquement, ce que va nous permettre de faire ce Power Apps Component Framework, c'est de créer un composant agenda, quelque chose qui nous parle bien plus. Comme on peut le voir en dessous, voilà un exemple de composant qu'on peut créer. Un Ouais. agenda avec des mois, on voit visuellement les tâches, dans quel ordre elles doivent être réalisées. On peut avoir après des informations. Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ces composants. Encore une fois, on est sur du développement, donc on fait un peu ce qu'on veut. Mhm. Mais voilà un peu un exemple de ce qu'on peut quoi on peut s'attendre de cette librairie. Voilà, encore un exemple très simple, mais voilà, je trouve que ça fait plutôt bien le taf et ça montre bien ce qu'on est capable de faire. Mhm. Donc voilà, clairement, hein, le but c'est de simplifier. C'est un outil qui va être là pour simplifier la vie et, et améliorer l'expérience UI et UX pour les utilisateurs finaux. Donc Ok. concrètement, derrière derrière tout ça, il y a tout un mécanisme qui se met en place hein, quand on crée ces composants avec cette librairie. Il y a tout un mécanisme et il y a toute une logique à prendre en place, à mettre en place. Alors, qui est déjà pré-généré par Microsoft, mais aussi il y a des mécanismes plutôt logiques pour nous en tant que développeurs. J'ai essayé de l'illustrer un peu à travers ce schéma, hein. Je vais un peu rentrer un peu dans les détails, mais voilà, ça fait partie des bénéfices de cette librairie, c'est qu'ils vont mettre en place ce qu'on appelle ce que j'appelais un composant vivant. Mhm. Le but, ça va être de faire en sorte que nos composants qu'on va créer avec cette librairie vivent avec la donnée au sein de l'application, bien entendu, mais qui vivent avec la donnée et que dès qu'elle soit actualisée, dès que la donnée est actualisée, plutôt que notre composant s'actualise aussi dynamiquement et Ouais. en fonction de ces données, mais aussi en fonction de l'interaction utilisateur. Voilà. Donc, juste vous parler un peu de, de comment ça se marche au sein de ce composant. Donc, avec ce petit schéma, juste pour voilà, vous montrer, on se situe dans le cadre de l'application, hein, et l'objectif va être de dire, donc notre composant qui se situe à droite va être de dire, OK, notre donnée va se charger. Nous, pendant ce temps, on va initialiser notre composant, ce qu'on va appeler l'init. On Mhm. va initialiser des variables, ce qui peut être utile à la logique après. Donc, elle va se passer en parallèle du chargement de la donnée. Une fois que la donnée est chargée, la donnée va déclencher un événement. Parce qu'on est vraiment sur des logiques événementielles, hein. Donc, dans notre composant et dans notre librairie, ça va être vraiment de la logique événementielle. Et donc, dès que notre donnée va être chargée, elle va envoyer un petit message à notre composant en lui disant, OK, j'ai la donnée. Elle va déclencher un message qu'on appelle un update. Il l'appelle aussi le update view, qui va dire à notre composant, OK, tu peux charger graphiquement quelque chose. Moi, j'ai chargé ma donnée, je te la passe. À toi de faire ce que tu veux. Donc, notre composant, une fois qu'il reçoit la donnée, il va exécuter sa logique qui a été implémentée et il va afficher des choses à l'utilisateur au sein de l'application. Une fois que notre utilisateur va utiliser plutôt notre composant, on va vouloir redonner des informations. En fait, on va vouloir renvoyer la donnée qui est dans notre composant, Mhm. qui est dans notre cadre un peu isolé. On va vouloir les renvoyer à l'application. Donc, on va faire ce qu'on appelle une action de notification, ou ils appellent ça aussi en anglais le get output, qui va permettre de renvoyer euh, voilà, de la donnée qu'on a modifiée à travers notre composant, ou même des éléments qu'on a modifiés à travers notre composant, les renvoyer à l'application. Ok. Donc voilà, ça va permettre d'un peu échanger entre les deux. Et ce process, en fait, va se passer continuellement. Dès que notre donnée va être remise à jour au sein de notre application, automatiquement, on va avoir l'information la logique Ouais. qui va être re-trigger et inversement, dès qu'on renvoie, ça va être automatiquement mis à jour du côté de l'application. Et une fois que notre composant a fait toutes ces tâches, une fois qu'on a fini l'application, il y a ce qu'ils appellent une action de destroy.
je suis désolé de destruction hein, en français, qui va juste simplement s'occuper de vider la mémoire, vider tout ce que Mhm. le composant a pu initialiser pour essayer au maximum de cleaner nos ordinateurs qui sont bien aujourd'hui bien assez chargés de plein de choses. Donc voilà un peu comment va vivre notre composant au sein de l'application. Donc ça, c'est un peu cette logique, et c'est pour ça que je dis qu'il est vivant, c'est vraiment qu'il interagit avec Ouais. l'application et notamment la donnée. Ensuite, je vais parler un peu d'autres bénéfices. C'est quelque chose, alors, qui va être peut-être critiqué par certains de nos confrères développeurs, c'est que ça utilise des technologies du web. Alors, du JavaScript et du TypeScript, énormément de TypeScript, on va se dire, hein, même Mhm. JavaScript est aujourd'hui était un peu les prémices, était dans les prémices de cette librairie. Aujourd'hui, ils ont vraiment totalement migré vers TypeScript pour plein de raisons, hein. C'est vrai que ça évite Mhm. pas mal d'erreurs, ça permet de checker pas mal de choses et c'est bien plus performant. Donc, on utilise du TypeScript et l'avantage d'utiliser ces technologies web, c'est qu'on a accès à toutes les technologies, librairies, frameworks, Ouais. euh, design, applications de design qui sont accessibles en fait. Je mis notamment en évidence deux principaux, hein, nous, qui sommes notamment dans l'univers Microsoft. Microsoft est très allié à React, donc c'est vrai qu'ils ont énormément poussé cette technologie au sein de ce framework. Donc React est vraiment un allié sur cette partie, et notamment Fluentd, qui est la librairie graphique de Microsoft. Donc vraiment, c'est des choses qui nous permettent, en tant que développeurs, d'évoluer et de faire des choses bien plus rapidement. Un autre bénéfice, comme j'ai pu le mettre un peu en avant dans mes premières slides, c'est que c'est réutilisable. C'est des composants qu'on va pouvoir utiliser au sein de la Power Platform et qu'on va pouvoir déplacer d'environnement en environnement, de différentes, on va dire, environnements de test à prod très facilement. Ouais. Ou même les échanger avec d'autres clients. C'est vrai qu'il y a toute une communauté, ça je en reparlerai un peu, qui propose directement leurs outils et qui sont facilement intégrable directement dans la Power Platform. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment au cœur de cette techno. Créer des Ouais. composants avec cette librairie, mais qui sont réutilisables, très faciles à mettre en place et tout ça. Un autre bénéfice qui est vraiment très important pour moi, je trouve, c'est que pour l'instant, j'ai vraiment dépeint cette technologie comme quelque chose de très orienté développeur. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être les composants, une fois qu'ils sont créés, on peut faire très facilement en retrouver, comme j'ai pu en parler. Et c'est quelque chose qui est très facilement intégrable par des gens qui n'ont pas cette fibre développeur. En fait, ils Mhm. peuvent très bien les prendre, ces composants, les intégrer dans l'environnement, les configurer. Je vous montrerai plus tard, c'est extrêmement simple. En quelques clics, vous arrivez à mettre en place un composant. Et ça, c'est vraiment aussi très sympa. Donc voilà, une techno très, on va dire, très orientée web. Après, Ouais. c'est vraiment aujourd'hui, on va dire, quelque chose qu'on trouve partout. Donc, je vais passer un peu à comment on va pouvoir développer, un peu comment on va pouvoir faire. Dans un premier temps, je vais m'expliquer qu'est-ce qui est nécessaire pour pouvoir créer ces composants, Mhm. utiliser ce framework. Donc, moi, ce que je recommanderais aujourd'hui, si vous vouliez vous lancer dans cette folle aventure, hein, qui est vraiment très sympa, vous allez avoir besoin d'un éditeur. Euh, un éditeur, moi, je recommanderais énormément Visual Studio Code. Ouais. Microsoft aussi, sur sa documentation, va recommander Visual Studio Code pour des raisons très simples. C'est très facile d'utilisation, c'est très léger et ils ont une vraie intégration. C'est des outils qui ont été vraiment très pensés pour la logique web. Donc, on a vraiment Mhm. pas mal de petites extensions pour ça. Et notamment, on a une extension qui est proposée par Microsoft qui s'appelle le Power Platform Tool, qui va intégrer en fait, qui va nous permettre automatiquement de télécharger notre framework en fait. Dès qu'on installe cette extension, elle va installer ce framework pour nous directement dans nos environnements de développement. Donc voilà, encore une fois, c'est une extension Visual Studio Code, donc c'est pour ça que je recommande, parce que c'est vraiment tout simplifié. On a Ouais. la capacité d'utiliser d'autres éditeurs, hein, des éditeurs un peu plus lourds comme Visual Studio, comme après je pense à du JetBrains, des solutions comme orienté JetBrains et plein d'autres outils, hein, du Atom et tout ça. On a la possibilité de le faire, mais c'est vrai que ça demande beaucoup plus de boulot parce qu'il faut installer les frameworks qui sont pas réellement très faciles d'accès, je dirais, sur la doc Microsoft, ils sont pas réellement mis en avant, Mhm. hein, ces points pour les télécharger. Et, euh, et donc c'est un peu compliqué, on va dire, c'est un peu plus compliqué. Donc vraiment, Visual Studio Code, ça nous simplifie la vie, clairement. Ensuite, un autre truc qui est très important, c'est que c'est des technologies web. Et dans notre cas, on va avoir besoin de Node.js, qu'on l'aime pas. Dans ce cas-là, on est vraiment dépendant Mhm. de cette technologie. Une autre tech que je recommande aussi, on va dire, elle est pas nécessaire, et je la recommande vivement, c'est d'utiliser Prana.NET.
nous qui travaillons dans du Microsoft, je pense qu'on a tous un .NET, les vieux avec du framework ou aujourd'hui les .NET 8, du .NET 9. Je le recommande vraiment, ça aide beaucoup, ça permet de simplifier pas mal de choses. Donc voilà, je le recommande. C'est pas obligatoire, on peut s'en passer, mais je le recommande. Ouais. Donc voilà. Donc voilà pour ce qu'il vous faut, en tout cas ce qui est nécessaire, les outils nécessaires Mhm. pour commencer à développer vos composants, vos propres, utiliser cette librairie. Donc je vous propose qu'on aille directement maintenant sur l'ordi, voir comment je peux mettre en place, comment je peux utiliser cette librairie, comment je peux commencer à créer mes propres composants et comment je peux les intégrer au sein de cette Power Platform. Superbe. Vas-y, Alors, commençons par le premier. par le Donc, début. Ouais. hop, je me permets. Alors, Permets-toi, permets-toi. hop, c'est bon? C'est superbe, je vois tout. Ok, nickel. Alors, alors, je vais me rendre sur du Visual Studio Code, hein, comme j'ai dit. J'ai juste Mhm. lancé un projet très simple. Donc là, j'ai juste créé un dossier vraiment, vraiment très simple. J'ai rien fait de plus. Donc, j'ai installé l'extension, normalement, si je dis pas de bêtises. Oui, je l'ai installé. Ok, je l'ai installé. Donc, c'est celle-là, hein, la Power Platform Tools, Ouais. qui vous permet de commencer à développer. J'ai mon framework qui est prêt. Il ne me reste plus qu'à initier mon projet. Encore une fois, c'est quelque chose ce framework s'adresse vraiment à des développeurs. Donc, aujourd'hui, on est encore obligé de passer par des command line, hein. Voilà, Ouais. il va falloir bouffer un peu de doc et se lancer un peu dedans. C'est très simple. Microsoft a tout plein de guides de doc qui vous guident pas à pas. Donc ça, c'est vraiment très facile d'accès. Il n'y a il y a rien de bien compliqué. Donc, imaginons que vous vouliez commencer à construire votre code, à construire votre premier composant. Donc, il vous suffit simplement de lancer une commande qui va vous permettre d'initialiser le projet. Alors là, je l'ai pré-généré, hein, pour que ça aille plus vite et pour s'assurer de plein de choses. Mhm. En fait, le but va être d'utiliser ce qu'on appelle le pack, donc c'est le Power App Command Line, qui va vous permettre d'accéder au PCF, à l'objet PCF et de l'initialiser. Donc, Ok. typiquement, rien de bien compliqué. On lui donne juste un. Alors, je vais essayer de préciser un peu les options. Ça, c'est un namespace. Ok. C'est très orienté Microsoft. Donc voilà, c'est juste pour donner un peu un cadre d'utilisation. Là, j'ai mis 1330, voilà, dans ce cadre-là. Un nom. Donc là, dans mon cas, ça sera des mots. Et un type. Un Ok. type. Quand on utilise ce framework, en fait, on va avoir plusieurs types. On va avoir deux majoritaires aujourd'hui qui sont un peu, je vais pas dire obsolètes, mais qui sont plus une volonté de Microsoft d'essayer de cloisonner des choses qui n'ont plus lieu d'être cloisonnées. On va retrouver principalement deux types, donc ce qu'on appelle le dataset. Ça va être l'objectif de générer un composant qui va potentiellement charger plusieurs données, qui va se charger sur un volume de données, sur plusieurs records de données. Ouais. Et de l'autre côté, on va retrouver ce qu'on appelle un type field, donc qui va être en mode, OK, j'ai un record avec plusieurs colonnes, OK, je vais me charger que sur lui. Donc voilà, aujourd'hui, on va dire, Microsoft le demande, moi je trouve que ça n'a plus réellement d'intérêt. On est obligé de le mentionner pour pouvoir générer notre composant. Donc, je balance simplement la commande. Alors, je pense qu'il va Vas-y. prendre un peu de temps. Euh, il va prendre un peu. Oh, il est assez rapide. OK. Ouais. C'était hyper rapide. Hyper rapide. Je suis surpris. Alors après, encore une fois, c'est ce qu'il a pas, ce qu'il dit de faire aussi, hein, mais ce qui est la partie la Mhm. plus lente, c'est la partie voilà, installation des modules. On est Ah oui, sur mais des toi, tu l'as déjà technologies. faite, j'imagine. Voilà, voilà. Alors, malheureusement, je l'ai pas fait. Elle prend beaucoup de temps. Donc, ce que je vous propose, c'est pas qu'on attende et qu'on reste sur cet écran qui va charger pendant un petit moment. Mhm. C'est vraiment quelque chose voilà, qui peut prendre un peu de temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser tourner de son côté et je vais vous parler un Mhm. peu de l'arborescence du projet, Excellent. l'architecture du projet, l'architecture de ce qu'est un composant de code dans ses prémices et dans ses premières phases de développement. Donc, les composants de code, comment ça se présente? Alors, ça se présente avec plein de fichiers de configuration que, pour la plupart, vous n'allez jamais toucher. Ceux qui ont déjà touché à du Node, ceux qui ont déjà travaillé avec des technologies web, ça va leur parler. C'est des outils c'est des choses qu'on va pas réellement toucher pour tout cela, pour ces 4-5 fichiers-là. Nous, ce qui va vraiment nous intéresser, ça va être ces deux fichiers-là. Le premier qui est le manifeste, qu'ils appellent le contrôle manifeste. On le retrouve très souvent appelé manifeste, hein, parce que c'est plus simple. Mhm. En fait, c'est tout un fichier qui contient la configuration de notre composant. Elle va permettre, on retrouve bien entendu nos namespaces, le nom ainsi que la version, mais on va retrouver aussi tout un tas d'autres informations, comme les ressources qui vont être utilisées, notamment les fichiers. Dans mon cas, il y a mon fichier d'entrée, qui est l'index, va être mis ici. On va pouvoir mettre aussi des ressources
tels que du CSS, hein, comme Microsoft nous le met en dessous, des fichiers, ce qu'on appelle des fichiers de regex. Donc, c'est des fichiers de traduction. On va pouvoir mettre d'autres librairies. Donc voilà, ça va nous permettre un peu de définir voilà, ce qui va un peu la configuration, comme je l'ai dit, hein, de notre composant. Ok. On va pouvoir aussi permettre d'activer certaines features. Donc pour par exemple, Microsoft, c'est vrai qu'il est très présent sur la Power Platform, sur les technos mobiles. Donc on va retrouver pas mal de petits outils pour le mobile. Mhm. On va retrouver aussi des outils internes, hein, qui vont nous permettre d'avoir des informations sur nos records, potentiellement aussi même de permettre de faire des appels vers d'autres services. D'ailleurs, qui sont bien entendu, qui vont devoir être listés ici, hein, si on fait des appels vers des services externes. Si par Mhm. exemple on sort de l'œil du cadre de la Power Platform et du Dataverse, on va devoir renseigner les domaines pour éviter toutes les erreurs, CORS et tout ça, hein. Donc voilà. Et on va retrouver notamment une dernière partie. Alors je suis désolé, hein, je suis un peu parti dans tous les sens, mais on va retrouver cette partie qui est très importante. Ce que j'ai appelé les properties. Ici, ils appellent ça un dataset. Comme j'ai créé un composant de type dataset qui n'a pas, qui n'a peu, qui a pas, qui n'a peu de sens, hein, mais Mhm. ils vont créer automatiquement cette propriété qu'ils appellent dataset. Une propriété, ça va permettre juste de mettre en place une certaine configurabilité de notre composant. Ouais. Quand je vais le build, quand je vais ensuite l'intégrer sur la Power Platform, que je vais vouloir le mettre que je vais vouloir le mettre dans nos applications, je vais avoir toute une petite section de configuration que je vais vous montrer après, hein, euh, qui- sur lequel on va pouvoir renseigner quelques informations. Notamment, je ne sais pas si jamais on a besoin de mettre des clés vers d'autres services. On va pouvoir aller, bien entendu, mettre directement des liens vers notre PIM, vers d'autres solutions, hein. On va pouvoir mettre aussi des informations qui vont permettre de définir un peu le comportement de notre composant. Vous avez bien entendu, je vais vous en montrer un peu plus en détail. Mais donc voilà, c'est vraiment un élément essentiel parce que ça va définir le comportement d'une certaine façon et notamment la configuration de notre composant. Ensuite, le second fichier qui est très important, qui est ce qu'on appelle bon, l'entry point, hein. Je pense encore une fois, ça parle à beaucoup de gens qui ont fait du développement web. C'est là où va se dérouler notre logique. Donc, comment se constitue un peu notre fichier? Encore une fois, autour de ce cycle de vie que j'ai pu vous parler précédemment, avec un init, un update, alors ils appellent ça update view maintenant, un get Mhm. output qui est notre fonction dont je vous parlais, notify, hein, qui va permettre de renvoyer les trucs, et notre fonction destroy. Donc Ok. voilà, encore une fois, c'est quelque chose d'assez simple, assez bien fait et qui est pré-généré par Microsoft. L'objectif, souvent, quand on va aller dans ces composants, quand on va créer ce composant, ça va être de mettre le minimum d'informations dans ces parties-là. L'objectif, ça va être d'aller créer par la suite d'autres fichiers qu'on va appeler directement dans ces différentes sections. Mhm. Donc voilà, là c'est vraiment. Donc voilà un peu comment ça se constitue. Clairement, très simple. On va avoir notre init qui, voilà, encore une fois, va nous permettre d'initialiser nos différentes variables. Microsoft Mhm. le dit ici, qui va nous permettre de faire l'affichage, hein, de notre composant une fois la donnée chargée. L'envoi de la donnée modifiée à travers notre composant à l'application et la destroy. Donc, rien de bien complexe. Ok. Il Là, ce que je reste vous propose, c'est que 7 minutes. ah, il me reste plus que 7 minutes. Ok, ouais, je vais essayer de faire un peu plus vite alors. Alors, ce que je vous propose, c'est pas que j'aille dans le détail de celui-là et que je me mette à développer, ça va nous prendre beaucoup trop de temps. Ce que je vous propose, c'est que je vous montre déjà quelque chose que j'ai pu faire, alors, Excellent. qui est un peu, qui est un peu, qui est un peu, qui est un peu, on va dire un peu outdated, comment on dit en français, qui est un peu, voilà, qui est plus à jour. Dépassé. Et voilà, exactement, dépassé, mais qui montre un peu l'exemple. Ok, ouais, ça nous va. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Là, c'était simplement un objet qui va permettre de faire des sélections de dates sur des formats très précis. Vous verrez, Mhm. je le montrerai un peu plus tard dans ma présentation. Donc, on retrouve toute notre logique avec, encore une fois, avec le init, le update et tout ça. Et en fait, là, ce qu'on voit, c'est que ce qui va vraiment être important, c'est que j'ai commencé à utiliser du React. Et Mhm. c'est là en fait où c'est très intéressant, encore une fois, c'est qu'on peut utiliser très facilement après les technologies et des librairies du web, comme j'ai pu le parler. Donc là, on voit que j'ai initialisé quelques informations pour pouvoir passer ces infos à mon composant React, qui d'ailleurs Mhm. se situe là. Hop, si je l'ouvre, et c'est là qu'on va avoir le cœur de notre logique. Alors là, je suis désolé, hein, c'est très chargé, on va dire. Mais Bah, il y a un moment où il faut qu'il y ait du code, ça c'est normal, hein. voilà, il faut qu'il y ait du code. Donc là, le problème, c'est que ça remonte à quelques années.
je recommande pas tout de mettre comme ça. Voilà. Mais c'est quelque chose, c'est un composant qui est très configurable, en fait, qui a Mhm. beaucoup d'options de configurabilité et sur lequel on est obligé de passer énormément d'options qu'on va setter et tout ça. Et donc, en fait, après, voilà, encore une fois, on crée toutes nos variables dans cette première partie. Puis ensuite, on génère simplement notre composant qui va contenir, qui va récupérer ces différentes propriétés qui ont été générées Mhm. par-dessus. Et là, dans ce cas-là, ce qui est très sympa, c'est que on utilise toute une librairie qui est déjà, qui va nous permettre d'avoir quelque chose de formaté qui va permettre de gérer les différents formatages internationaux et tout ça. Et donc Ouais. voilà, encore une fois, hein, on profite de ce qui a déjà été fait par d'autres. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est voilà, il y a pas mal de code. Mhm. Peut-être pas très joli, mais voilà, c'est quelque chose qui avait été fait et ça nous montre un peu que voilà, on peut utiliser d'autres librairies. Je vais après, je vais passer un peu vite dessus, mais là, je vais vous montrer un peu comment, une fois qu'on a fait notre composant, Ouais. qu'on veut le build. Donc, on a plusieurs façons. On peut faire, premièrement, déjà, avant de pouvoir le déployer, on peut directement tester sur un environnement. Donc, encore une fois, hein, on va lancer ce qu'on appelle on va faire juste, alors, je m'excuse, on va faire juste un node start. Je ne vais pas la lancer parce que ça prend beaucoup de temps. Et en fait, ça va nous Mhm. permettre de lancer un petit environnement qui va nous permettre de, je vais le retrouver, qui va nous permettre de retrouver un environnement de test en fait pour Ouais. tester notre composant. Donc voilà comment mon composant que j'ai pu développer va rendre en fait au sein Mhm. de la Power Platform. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. On va voir que voilà, il y a plein de configurations. Je repasserai un peu dessus après quand on le configurera dans un vrai environnement. Et voilà un peu ce qu'on peut faire. C'est pas, là, c'est très simple. C'est un composant qui est vraiment très simple, mais qui est vraiment pratique dans notre truc, Mhm. dans mon cas. Et ça, en fait, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est des configurations configurables. Donc, je peux totalement changer pas mal de trucs. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que je peux changer directement les configurations de mon composant que j'ai mis en place Mhm. directement et elles vont être automatiquement reflétées dans cet environnement de test. Donc, ça me Ok. permet de tester même différents formats et tout ça. Donc, vraiment, c'est très pratique. Ce petit truc, ça se fait très simplement. On lance notre projet, ça s'ouvre et on peut tester. Donc voilà un peu pour pouvoir tester, pour faire les préfaces de test. Une fois qu'on est testé, on veut le déployer. Et encore une fois, Microsoft nous simplifie énormément la tâche. Pour déployer, il me suffit simplement de ressortir mon petit outil de commande, donc qui s'appelle Pack, lui dire bah ok, je veux déployer un PCF, je lui dis bah je vais le pusher, je mets l'environnement sur lequel je vais le pusher, et une solution, entre guillemets, pour tous les noms, tous ceux qui ne sont pas habitués à la Power Platform, c'est simplement un petit container sur lequel je vais le déployer. Donc, je lance cette commande. Donc, là, je vais la relancer par truc. Encore une fois, je vais accélérer parce que ça va prendre un peu de temps et le temps qu'il fasse. Mais voilà, c'est très simple et très facile de déployer quelque chose. Mhm. Donc, juste vous montrer, juste, on va aller sur la Power Platform, montrer une fois que c'est déployé. Donc, une fois que c'est déployé, il va être déployé dans ce petit composant, dans cette petite solution. Et moi, ensuite, directement, quand je vais aller sur mon application, donc là, dans ce cas-là, c'est une model driven, je vais pouvoir ensuite les récupérer, je vais pouvoir accéder à mes différents composants. En gros, si jamais je prends, pardonnez-moi, hop, si je vais dans ma section composants, je vais pouvoir les retrouver là-dedans, en fait, Mhm. ou pas. Là, dans ce cas-là, je le retrouve bien. Hein, mon composant qui s'appelle Date Picker, et je vais pouvoir le retrouver ici, et je vais pouvoir directement l'intégrer simplement en le draguant sur le, directement dans mon formulaire, ou en prenant un champ et en lui disant, OK, ben, je vais dans ma partie composant et je vais le mettre en place. Encore une fois, là, je l'ai préconfiguré pour pas mal de choses mais Ouais. c'est pour que ça soit un peu plus simple. Donc, comment ça se présente? Donc là, par exemple, si je vais sur ma model driven et que je me rends dans l'endroit où je veux le voir, donc là, si je me rends, alors il est un petit peu long. Donc là, on retrouve un peu, voilà, il y a. Là, on le retrouve en fait sous cette format. Donc voilà ce que Microsoft nous présente. Encore une fois, quelque chose de bien qui ressemble, hein, mais qui est malheureusement un peu limité. Nous, dans notre cas, là, c'était un contexte un peu spécial où on voulait simplement renseigner un mois. Donc Mhm. voilà, voilà ce que ça peut rendre. Encore une fois, hein, je l'ai un peu configuré, donc c'est pour ça il n'apparaît pas de la même façon, mais voilà un peu ce que je peux faire dans ce que je peux mettre en place à travers mes compos. Ouais. Ok, il me reste pas longtemps, je vais essayer de faire vite, je suis désolé, je C'est reprends pas ma grave. petite présentation. Donc voilà un C'est peu pour important. cette démo rapide.
Donc les avantages, c'est que ça nous permet de personnaliser très facilement et beaucoup plus, de façon bien plus poussée, ce que Microsoft ne nous propose pas par défaut. Mhm. Encore une fois, ça va permettre d'améliorer l'expérience utilisateur à travers un design, à travers une UX qu'on va pouvoir totalement gérer à travers notre code. Un autre Oui, point, tu rajoutes, l'intégration. tu rajoutes des fonctionnalités aussi, de la logique métier, si tu en as. Exactement, voilà, c'est du développement, donc en tant que développeur, on fait ce qu'on veut, hein. Donc voilà, on peut vraiment étendre les fonctionnalités. Et encore une fois, voilà, c'est très simple à mettre en place. Donc voilà pour les gros avantages. Pour les bonnes pratiques, je pense qu'on va être un peu limite, mais pour les bonnes pratiques, voilà, essayer de respecter au maximum les bonnes pratiques du web. Euh, Encore une fois, limiter ses imports et notamment respecter ce cycle de vie que Microsoft a mis en place, c'est très Mhm. important, sinon ça peut nous Oui. causer plein de problèmes. Oui, 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 en Après, termes de sur les gestion de retours la mémoire, d'expérience, ouais. Mhm. ouais, ça peut être. On sait que nos browsers prennent de plus en plus de place, c'est pour ça, ça peut être bien de faire un peu attention. Sur les retours d'expérience que moi j'ai pu avoir, c'est une technologie Mhm. qui évolue très vite, hein. En quelques mois, ça peut être plein de choses peuvent être dépréciées. Microsoft est très actif là-dessus, donc c'est très cool. Par contre, ça peut être très relou. Ouais. Et notamment faire attention aux appels API. Tout ce qui va être requête et tout ça, ça peut bien faire attention vers les sites externes, bien les renseigner dans la config et tout ça. Voilà, ça peut causer, ça peut être très compliqué. Je pense qu'on a tous subi les requêtes Corse. Donc voilà, faire attention aux requêtes API, bien les gérer l'asynchronisme et tout ça. Donc voilà, sur les retours d'expérience que je vais Mhm. mettre en avant, c'est vraiment faire attention à cette technologie parce qu'elle évolue très vite et faire attention à nos appels. Ok. Donc voilà pour ce qui est de cette présentation. Eh ben J'espère dis que donc, tu es arrivé pile dans les temps, c'est pas beau ça? à pile, j'ai un peu rushé sur la fin. Donc Ça s'est pas senti. C'était. Alors la semaine prochaine dans le 1330, les amis, vous serez heureux de savoir que nous aurons à nouveau Stéphane Lepers qui va nous parler d'un truc que je ne connais pas du tout, qui s'appelle OWASP, peut-être sans doute OWASP. OWASP Zap. Voilà. Si vous voulez savoir comme moi ce qu'est ce OWASP Zap, soyez avec nous la semaine prochaine dans notre instant. Merci beaucoup Thomas, c'était très cool. Très très cool. merci Steve pour ton invitation. Mais oui. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut le chat, salut.